Merci beaucoup, Olivier. Si je suis là, c'est à l'invitation de Pauline Julier, donc, qui elle-même a choisi les intervenants. C'est important de le préciser. Donc, Jean-Christophe Bailly, parce que l'œuvre de Jean-Christophe Bailly traverse le travail de Pauline Julier. C'est pour différentes raisons. C'est ce qu'on va essayer de dévoiler, de comprendre, de faire entendre. Parce qu'il est aussi, comme elle, à vrai dire, entre différentes formes, du poème à la dramaturgie, à la philosophie, à l'écriture des essais. Et cette manière de composer de manière différente sa pensée, c'est quelque chose qui les rapproche. Et c'est pourquoi aussi Cyril Néra est ici, fidèle compagnon de réflexion de Pauline Julier, à la fois écrivain de cinéma, comme il dit, mais aussi critique de cinéma, éditeur. Donc une pensée multiple, on va l'entendre. Première chose, c'était donc cette exposition qui était en octobre ici, qui était magnifique, qui m'avait terriblement touchée, à laquelle j'avais consacré une courte émission de radio parce que c'est mon métier, et qui était étonnante parce qu'elle nous plongeait dans un déplacement perpétuel. Et il va être question, je crois, d'ailleurs, principalement de déplacement. Quel est le sujet qu'on choisit, comment on s'y intéresse, d'une anecdote à un indice, en passant par la trace ou l'empreinte, et comment progressivement une pensée se construit, s'invente, se dit, se chante aussi. Et c'est de tout cela dont je suis ravie d'entendre. On va déplier un petit peu les manières de faire des uns et des autres sur une base poétique, théorique, développée par Jean-Christophe Bailly autour de la notion qui est celle du titre de cette table ronde, du rebond et du ricochet dans l'art, de la recherche jusqu'à une œuvre, voire un désœuvrement possible, voire un projet politique envisageable. Alors Pauline, on a pensé qu'il était bon qu'elle vous représente son projet en général pour ceux qui n'ont pas eu la chance de s'y intéresser précisément. Donc Pauline Julier, à toi de nous présenter un petit peu dans quel contexte se présente le livre qui est aujourd'hui paru, Naturalis Historia, qui était le nom de l'exposition également que tu avais présenté ici en octobre. Oui, merci à tous d'être là. Je voulais juste profiter de l'occasion pour remercier vraiment le CCS et toute son équipe, et bien sûr à vous tous aussi d'avoir accepté d'ajouter un chapitre de dialogue à cette recherche. L'exposition, en fait, Naturalis Historia, c'est un projet qui comprend trois formes, donc une exposition, un livre et un moyen-métrage qui est prêt bientôt. Et dès le début de la recherche, il y avait cette idée de faire trois formes et de prendre au sérieux les trois formes et de rejouer la matière à chaque forme. Donc on a pensé que c'était bon de reparler de l'exposition. On viendra ensuite au livre. Je vais tenter de vous présenter l'exposition sans images. Donc j'ai essayé de faire court, mais c'est histoire de se remémorer un peu de quoi il était question et quels étaient les différents pôles de cette exposition. Donc l'exposition regroupait plusieurs transcriptions plastiques d'histoire naturelle que j'ai collectées au fil des années et fonctionnait par un principe de rebond, d'écho, d'association comme ça. L'idée, c'était de réunir toutes ces histoires pour voir ce que le fait de les mettre ensemble pouvait activer, enfin, comment le spectateur, le visiteur pouvait se déplacer et activer différentes formes de sens, d'indices et les retrouver au sein de l'exposition. Donc ça démarrait par une vidéo qui était dans le hall d'entrée, là, juste là, qui était présentée sur un écran, qui relatait une anecdote que j'ai vécue à Doha. Donc à l'époque, j'étais coincée à Doha à cause de l'éruption du volcan islandais, dont je ne m'aventurerai pas à dire le nom ce soir, mais ce volcan avait bloqué le trafic aérien pendant plusieurs jours. J'étais bloquée là-bas et je rencontre une série de personnages avec qui on parle de la nature, du paysage et de plein d'autres choses liées à la nature. Et voilà, cette vidéo était importante car elle lançait les pistes un peu de l'exposition qui suivait quand on montait à l'étage. Ce qui est important de dire par rapport à cette vidéo, c'est qu'il y avait deux éléments
qui se retrouvait en tout cas dans l'exposition et qui se retrouve aussi dans le livre, c'est que le paléobiologiste chinois que je rencontre à ce moment-là me dit que le mot paysage n'existe pas à proprement parler dans la langue chinoise, mais est composé de 2 idéogrammes qui sont vent et lumière. Et à l'époque, je m'étais dit, tiens, c'est peut-être une définition du cinéma, une image vent-lumière. Et en tout cas, pour l'exposition, j'avais pas mal travaillé à ça, à essayer de créer des images vent-lumière. Et la deuxième chose importante que cette vidéo disait, c'était qu'une fois que le trafic aérien avait repris, etc., chacun était remonté dans son avion, et j'avais eu la sensation que peut-être on était tous en sursis jusqu'à la prochaine éruption. Avec cette idée qu'en attendant, on cherchait peut-être, ou en tout cas je cherchais peut-être à enfermer ou à saisir la nature dans des images, dans des mots, dans des définitions, dans des catégories, dans des boîtes, dans des chapitres, dans des encyclopédies, pour qu'elles se tiennent tranquilles, ou en tout cas pour que je puisse avoir une prise dessus. Et ça, c'est un peu le fil de toute l'exposition qui suit. Ensuite, bon, on montait, on était happé un peu comme ça dans les escaliers par une musique faite de nappes sonores qui était entre un peu new age, comme ça si on peut dire, qui était entre un sentiment d'enveloppement et peut-être une inquiétude, comme ça, qui était l'image d'un vortex, d'un grand tourbillon bleu, comme ça, qui prenait toute la place du mur et qui était une image un peu incertaine, comme ça, un peu ambiguë de... Alors, est-ce que c'était la nature? Est-ce que c'était l'origine du monde, la fin du monde, une arrivée extraterrestre? Enfin, il y avait un peu plusieurs interprétations possibles de cette grande image bleue, comme ça, qui prenait comme ça beaucoup d'espace et qui aspirait un peu le regard. De cette grotte, on pouvait monter à l'intérieur d'un belvédère ou d'une cabane qui était nichée dans la verrière du CCS, en haut, si vous connaissez l'espace. On pouvait monter, puis c'était vraiment là, il fallait grimper parce que la pente était même un peu trop ardue, m'a-t-on dit. Mais voilà, il fallait prendre le courage pour monter là-haut. Où se déroulait une séquence diapositive qui était le récit d'une anecdote dite par Philippe Descola au Collège de France, dans un de ses cours au Collège de France, où, alors est-ce que je la raconte en entier? Peut-être pas, mais il raconte un malentendu paysager. Donc il était jeune anthropologue. Et puis, il va faire une étude avec les Achuars en Amazonie équatorienne. Et puis, au fil suite à une longue marche à travers la forêt, notamment une forêt très dense et très verticale comme ça, ils arrivent enfin à un espèce de panorama. Et le compagnon de voyage de Philippe Descola à l'époque lui dit une chose que Philippe Descola va interpréter comme étant « c'est beau ». Puis il revient des années plus tard, et c'est ça qui va redéclencher tout un travail de sa part autour de la nature et du paysage. Il revient des années plus tard en disant « mais peut-être qu'il ne m'a pas dit c'est beau, mais il m'a peut-être dit plutôt, et sans doute, c'est bien ». Puisque bon, le beau et bien, dans bien des langues, et notamment en jivaro, sont synonymes, donc il est possible qu'il ait fait une erreur là d'interprétation à ce moment-là. Cette erreur étant due à son propre sentiment à lui, et qui était de reconnaître dans ce qu'il voyait, enfin, un paysage après toute cette marche dense dans une forêt où il n'y avait aucun point de vue. Et puis bon, de là, il part sur toute une analyse de ça en disant, au fond, sans doute que ce que j'ai vu, moi, était un paysage, car j'avais le bagage culturel pour voir ça, mais que mon compagnon de voyage, lui, ne voyait pas du tout ça. Il voyait plein d'autres choses dans ce qui l'entourait, mais sans doute pas un paysage. Et il finit par une phrase qui est importante, où il dit « on ne voit que ce qu'on a appris à regarder ». Voilà. Après, on pouvait redescendre du belvédère pour arriver à un texte projeté qui était un texte de Léopardi qui s'appelle « Dialogue de la nature avec un Islandais », qui est le récit d'un Islandais qui fuit la nature et qui, à force de la fuir, finit par tomber nez à nez avec celle-ci. S'ensuit un long dialogue entre les deux autour il se plaint surtout, lui, beaucoup du sort qui lui est fait. La nature inhospitalière. Inhospitalière. Il fait trop chaud, il pleut. Il se plaint à la nature du sort qu'elle nous a mis au monde, et pourtant elle nous réserve un monde qui n'est pas hospitalier. Tout à fait. Et d'ailleurs, le dialogue se finit un peu abruptement avec... en fait, l'Islandais se fait manger par deux lions qui passaient par là. Ensuite, on pouvait, dans l'exposition, rentrer dans un rocher ou une pierre, où Jean-Christophe Bailly m'avait dit un igloo.
Donc, on pouvait rentrer en tout cas dans une sculpture, dans un espace comme ça, où était projetée la vidéo qui s'intitule « Le plus beau paysage du monde », qui est l'histoire de cette forêt que vous voyez ici, qui est donc la représentation visuelle qu'a faite le professeur Wang de la plus vieille forêt du monde, qui date d'il y a 300 millions d'années. Bon, entre-temps, elle s'est fait déclasser, parce qu'elle est la deuxième plus vieille forêt, mais à l'époque, c'était la vraie plus vieille forêt. Et donc, c'est la représentation visuelle de cette forêt qui a été retrouvée, en fait, fossilisée sous une mine de charbon au nord de la Chine, sous une mine de charbon à ciel ouvert, et que le professeur Wang a découverte et a ensuite des fossiles. Il est passé à cette représentation visuelle-ci. Cette image est importante puisque c'est la vraie base du projet, mais peu importe quelle est la vraie base, mais c'est à partir de cette forêt que j'ai commencé à travailler autour de la nature. Qu'est-ce que c'est qu'une représentation de la nature? Pourquoi on a besoin de représenter fidèlement? Qu'est-ce que ça veut dire une image d'une nature avant l'homme, faite par l'homme? Et puis ce fantasme un peu d'une représentation fidèle, parce qu'au fond, on ne sait pas du tout si c'était vraiment oui, ainsi. Et puis comment passer du fossile à une image. À l'image, voilà. Parce que là, il y a 300 millions d'années qui nous échappent. qui nous échappent. Mm-hmm. Pardon. On peut peut-être s'arrêter sur cette image, puisque si vous dites, Pauline, qu'elle est importante, on comprend bien qu'il y a, sans faire l'ensemble de l'exposition, vous retrouverez de toute manière dans le livre l'ensemble des étapes, qu'il y a toujours ce rapport entre l'homme, la nature, inventer le paysage, la nature, une menace ou pas, et des fictions possibles ou des histoires vraies qui s'inventent et que Pauline Julier a mis différemment en valeur, en scène. Donc, on rentre dans cette nature, celle-là, cette première image qui vous intéresse, et vous dépliez comment partir d'une image. Et ensuite, toujours aussi une des caractéristiques importantes, c'est que Pauline Julier est allée sur place. Ça, c'est pas anodin. Vous continuez, on s'arrête sur ce détail, on oublie d'autres moments de l'exposition. Ok. Alors, je crois que j'ai déjà dit beaucoup sur cette image. Donc, au-delà du fait qu'elle est belle, ça compte aussi, mais c'était une image quand je l'ai découverte, qui m'a complètement saisie, mais comme on peut avoir cet effet aussi avec les fossiles ou avec d'autres choses qui datent d'il y a tellement longtemps que c'est inimaginable, et à la fois qui ressurgissent comme ça, comme quelque chose qui percute et qui nous fait peut-être réfléchir à d'autres choses de notre contemporain. Vous l'avez vu où, cette image? Dans une revue scientifique. Donc là, vous PNAS, voyez l'image. Ouais. Et diapo suivante. Vous allez sur place. Suivante, voilà, on va sur place. Alors ça, alors là, on fait un raccourci, mais du coup, ça, c'est une planche du livre. Oui. Et donc là, on voit le professeur Wang qui est qui est dans cette mine de charbon, et donc la couche concernée, c'est la couche blanche, là. Et là, on voit bien les strates, puis ça donne un peu une idée de la mesure, parce que donc, comme c'est une mine de charbon, il y a un chantier énorme qui permet au professeur et à son équipe de chercher à grande échelle, ce qui n'est pas toujours le cas. Et voilà. On voit aussi une image en bas. Je rentre directement dans le livre. Excusez-moi, je précipite un peu le rythme. Pauline, on voit une image des arbres, peut-être c'était la forêt, peut-être, c'est une projection. Vous allez sur place, vous rencontrez, vous faites une interview qui est d'ailleurs dans l'exposition, des photos qui sont dans le livre, et vous accolez une image dans le livre. Excusez-moi, Jean-Christophe, de vous avoir bouché la vue. Une petite image en bas. Voilà, donc le livre, par rapport à l'exposition, la différence le plus, disons, c'était qu'on voulait faire apparaître des images de la recherche, donc des images inspiration ou des images de l'inconscient collectif, ou en tout cas des choses qui, moi, m'avaient marqué suffisamment pour devoir apparaître dans le livre. Donc, grâce à Ludovic, il a trouvé un système de représentation. En fait, le livre est un livre-film, donc tout l'espace du film est représenté par cet écran, vous le verrez dans le livre ou dans d'autres planches ici, et apparaissent en bas, donc en sous-titres ou en notes de bas de page, ou en sous-sous-titres d'ailleurs, les images et les textes qui sont des textes d'inspiration. Donc là, en l'occurrence, c'est les frères Bisson, parce que photographes fameux des Alpes et de la montagne, photographes de paysages, je ne sais pas si c'était les premiers, mais Jean-Christophe me corrigera sans doute. Et là, c'est en
l'occurrence une photo qui est non datée, mais qui doit dater de 1830, j'imagine. 60. Voilà. Et l'idée, c'était de recomposer dans l'espace du livre des associations comme ça, ou des montages de plusieurs éléments temporels. Donc là, on a à la fois... alors 1860, on a à la fois du contemporain, puisque c'était filmé il y a 2 ans, et à la fois 300 millions d'années qui sont condensés dans cette petite couche de teuf compactée qui contient les fossiles. Eh ben, ça fait quelques sauts, temporels, formels aussi. Il est important alors d'avoir une petite présentation on peut dire peut-être d'un concept, d'un mode de pensée qui vous est cher, Pauline. C'est pour ça que vous avez souhaité convier Jean-Christophe Bailly à cette table ronde. Le ricochet, le rebond, le ricochet dans l'art. Jean-Christophe Bailly, vous êtes un guide. Oui, enfin, si on peut dire, oui. Non, mais là, ce qui est très frappant, avant de parler du ricochet, puis il faut être bref quand même, c'est cette histoire de 300 millions d'années. Comme vous l'avez vu sur l'image, qui est évidemment une image reconstituée, où on pourrait même trouver des rapports avec ça fait penser à Max Ernst. Enfin, c'est certain qu'il y a aussi des projections de représentation mentale, mais ça part quand même d'images, de traces fossiles qui ont une probabilité de véracité relativement grande. Et notamment, peut-être pas les grandes plantes, mais les fougères. Or, les fougères, du fait que je potassais le livre et que j'étais en train et on traversait des forêts, il y en a partout, quoi. Les fougères, on n'y pense pas. Mais parmi ce qu'on peut voir, pas quotidiennement si on est à Paris, mais dès qu'on traverse par la route une forêt, sans même aller se promener en forêt, les fougères sont quand même extrêmement anciennes, quoi. Je ne sais pas en nombre d'années, il y a peut-être des gens spécialistes ici. Et ce qui est très frappant, c'est où qu'on aille, en fait, on traverse des stratigraphies d'âge absolument incroyables. Et ce qui est peut-être le plus incroyable, c'est la façon dont les âges se tolèrent. Parce que finalement, exactement comme là, il y a quelque chose de contemporain, quelque chose qui a 300 millions d'années, quelque chose qui date des origines de la photographie, dans le paysage lui-même qu'on traverse, et finalement, ce qui caractériserait l'espace urbain, c'est que les stratigraphies sont beaucoup plus minces, quoi. Et encore, dans une ville comme Paris, on arrive à 2000 ans, à Naples, 2005, mais ça réduit beaucoup. Je trouve qu'il y a toujours le ciel, qui, d'après mes renseignements, est quand même assez ancien. Et voilà, pour l'histoire de Ricochet, d'abord, il y a une chose très intéressante, qui est, on en a parlé un peu, mais c'est un petit peu différent, mais c'est... bien caractériser ça, c'est donc ce projet qui est en 3 temps, avec une exposition, un livre et un film. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas 1, 2, 3, en fait c'est une seule chose qui se métamorphose, quoi. Et le livre, il en sera parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il est un petit peu comme un devenir film de l'exposition. Le livre est vraiment pensé comme un jalon entre l'exposition, qui a forcément un côté d'installation, donc avec ce que ça installe statiquement, et puis le film qui est évidemment totalement dévoué à l'image mouvement. Et c'est vrai que le mouvement même du livre, quand on tourne les pages, c'est vrai qu'on peut voir ça comme déjà un devenir cinéma, et on n'y pense peut-être pas assez. Donc là, il y a cette première forme-là de rebond, si on peut dire, ou d'une chose qui... Mais le ricochet, il se trouve que moi, ça me fascine, la chose physique et simple de l'enfant qui trouve une pierre plate et puis qui a appris et qui essaye de faire ricocher le plus longtemps possible. Et ça m'a toujours, pas toujours d'ailleurs, mais ça a fini par m'apparaître comme une allégorie d'une façon dont travaille la pensée. Travail n'est peut-être pas le mot, parce que c'est quand elle travaille peut-être un peu en roue libre, justement, et que les formes d'association qui lui viennent sont justement de l'ordre du ricochet, c'est-à-dire qu'on effleure, mais qu'en même temps cet effleurement est extraordinairement productif et qu'il est un voyage. Et quand on fait un ricochet, on est toujours un peu déçu, évidemment, que ça ne dure pas éternellement. Et l'idée, moi, il me semble qu'on pourrait imaginer que la pensée, ou le penser comme un verbe, le penser,
ce serait une sorte de ricochet infini. Enfin. Et il me semble que dans le travail de Pauline, on voit nettement cet aspect-là, c'est-à-dire comment, à partir, disons, de quelque chose qui va être le volcan, de quelque chose qui va être cette mine de charbon, comment finalement la pensée ricoche d'un signe à un autre, etc., etc. Et c'est un fonctionnement qui est à la fois naturel, mais qui vaut le coup d'être recadré, souligné, comme elle le fait. Voilà. Après, moi, je ne peux pas en dire plus sur le ricochet. La façon dont je l'utilise, ça, c'est pas le sujet. Il a quand même des vertus compositionnelles, parce qu'ils nous font traverser le monde et les formes sans qu'on s'en rende compte réellement, et qui rendent actif celui qui regarde, le spectateur. Cyril Nérat, plus que le ricochet, plus que le rebond, ce que vous observez dans le travail compositionnel, si on peut dire, de Pauline Julier, c'est une forme de permanence liée à la forme qui pourrait nous étonner, qui serait celle du cinéma, malgré toutes ces autres formes que ça prend. Oui, ce qui est frappant, c'est que, comme l'a dit Jean-Christophe, c'est pas 1, 2, 3, c'est la même recherche, le même projet qui se décline en 3 phases et qui est relancé, et réorganisé, et réagencé dans chacune de ces 3 versions. Mais il me semble que le film n'est pas seulement la version finale, disons, d'un projet au long cours, que le film, une certaine forme de pensée cinématographique, un certain usage du cinéma, une certaine forme de pensée que permet le cinéma, que convoque aussi le cinéma, travaille dès l'origine, travaille dans l'exposition, travaille dans le livre, puisque ce livre, effectivement, est l'invention d'une forme de film-livre, une espèce de film idéal dans lequel il y aurait des marges, dans lequel on pourrait passer de l'écran à des écrans secondaires, dans lequel se logerait une pensée secondaire, et on pourrait comme ça circuler entre le défilement des images dans l'écran, et puis une espèce de système de ricochet vertical, justement, entre l'écran et toute une constellation d'images ou de pensées qui l'entourait. Mais dans l'exposition, déjà, il y avait quelque chose, je trouve, de très cinématographique. C'est pas seulement, là aussi, la présence des films, du médium filmique dans l'exposition, mais disons, une pensée qui procède profondément à partir d'une logique de l'empreinte, de l'impression, de l'empreinte, de la trace, une poétique de l'empreinte et du montage, disons, qui est peut-être la façon dont on peut définir le cinéma, en tout cas dans son usage le plus poétique, c'est-à-dire des choses se déposent dans l'image, des empreintes, et ensuite un système justement et la pensée s'élabore de manière assez horizontale par ricochet, rebond, montage, agencement. Et je trouve notamment ici, on a un très bon exemple dans ce pôle de l'exposition, qui était seulement un des 5 ou 6 pôles, le plus paysage du monde. Mais à l'intérieur même de ce pôle-là, il y a quelque chose justement une véritable intuition d'une pensée qui se déploie à partir de cette poétique cinématographique. Finalement, qu'est-ce qui se passe ici? On est dans une mine à ciel ouvert. Donc, rien que là, il y a beaucoup de paradoxes qui s'agencent et qui rebondissent les uns avec les autres. Ce qui a permis la découverte de ces fossiles, c'est une mine. Donc c'est un certain rapport à la nature, un rapport d'effraction, de violence de la terre, de la roche, qui permet la résurgence scientifique, mais aussi poétique, de cette forêt impensable, inimaginable, puisque conservée pendant 300 millions d'années dans une mince couche de terre comme ça, libérée soudain par l'extraction. Et qu'est-ce que libère donc l'extraction minière? Elle libère un procédé que le travail de Pauline nous fait penser, nous fait rêver comme presque pré-cinématographique. Comme si la nature faisait elle-même un travail pré-cinématographique, ou en tout cas pré-photographique, puisque ce que libère, c'est ce qu'on voit après dans la suite du livre, sont ces magnifiques empreintes. Ces empreintes ces fossiles en fait, ces empreintes naturelles à partir desquelles le peintre scientifique a imaginé cette figuration complètement fantasmée, surréaliste, on pourrait dire, de la forêt. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Il me semble que
Le cinéma travaille aussi dès l'origine dans ce que j'ai appelé dans le texte que j'ai écrit, comme ça, une sorte de paradigme du volcan. C'est-à-dire que Pauline nous fait penser au travail du volcan, au travail naturel du volcan, comme presque un travail pré-cinématographique. Un volcan a détruit une forêt il y a 300 000 années. En la détruisant, il l'a conservée. Il a permis à cette forêt de se conserver l'état de fossile dans une mince couche de teuf. Et 300 000 années plus tard, c'est une action humaine qui est pour le coup la plus violente, peut-être, qui permet à ces images de se développer. On a presque un processus à l'échelle de 300 000 années, un processus photographique d'empreinte et de développement. Donc comme si ces images avaient été conservées dans le noir pendant 300 000 années pour finalement ressurgir par le hasard presque ironique, je dirais, d'une extraction minière. Donc c'est ce genre d'étrange, peut-être, fabulation théorique que permet aussi le travail de Pauline. C'est-à-dire comment tout d'un coup, on peut commencer à rêver ensemble le cinéma, avec sa part notamment d'art mécanique, d'art justement non fait de la main d'homme, rêver ensemble le cinéma et les volcans, et du coup repenser complètement, rebattre complètement les cartes de l'histoire des images et de l'histoire du rapport entre les techniques et les images. On a ici, et ton travail fait place à ce travail de la nature, justement, qui produit des images et que tu confrontes sans cesse à des images, voilà, disons, à l'autoroute plus canonique de l'histoire de l'art. Oui, il y a une insistance là-dessus. Par exemple, au moment de l'invention de la photographie, c'est dans un climat étrange qui est très difficile à caractériser parce que c'est entre l'art, la science, la curiosité presque mondaine par certains côtés, etc. En tout cas, ça finit par apparaître. Et il y a une magie de la déposition de l'image sur ces surfaces. Et ce qui est très intéressant, c'est les discussions sur le nom qu'on allait donner à ça, quoi. Et le nom qui a fini par arriver, c'est photographène. Photographie, ça veut dire, c'est l'écriture de la lumière. Et parmi les pionniers de la photographie, il y a celui qui a mis au point le premier le système positif-négatif, donc la première reproductibilité, donc William Henry Fox Talbot. Lui, il a donc pu, à partir de cette reproductibilité, il a voulu fournir la preuve de la reproductibilité, et il a fait le premier livre de photos en 1844, et il l'a intitulé The Pencil of Nature, le crayon de la nature. Donc, qu'il s'agisse de lui ou de ceux qui ont décidé que ça s'appelait comme ça, puis il y a les Sun Pictures, il y a des tas d'appellations comme ça, ce qui captivait les gens, et je trouve que ça a été énormément perdu depuis, c'est l'idée que c'était justement la nature qui se peignait elle-même. Et en tout cas, on peut dire ce qu'on veut, etc., mais il y a quand même quelque chose de juste dans cette vision. Et finalement, ce que le pré-photographique, il est général, c'est-à-dire que la nature est à elle-même constamment sa propre archive. Et simplement, c'est, comme le disait si bien Héraclite, nature aime à se cacher, et justement, c'est par une effraction, le geste de l'extraction de la mine, qu'on tombe sur l'archive, hein, et par hasard. Et ça, c'est très important de l'accompagner, de le souligner, de le montrer, parce qu'il me semble que derrière tout le travail entrepris par Pauline, il y a quand même, comme c'était déjà le cas pour Pline, et malgré tout, une espèce d'exercice, un énorme exercice d'admiration aussi devant ces couches de sens qui sont empilées sous nos pas, devant nos yeux, et que pour la plupart du temps, on ne voit pas ou auxquels on ne prête pas attention. C'est-à-dire qu'il y a quand même un grand geste écologique, mais au sens presque éthique derrière tout ça. Voilà. Et c'est très bien que ça s'appelle histoire naturelle. Voilà, histoire naturelle. Après, il y aurait une discussion pour savoir nature, culture, etc. Mais c'est peut-être pas le moment. Mais en tout cas, cette idée de retrouver l'archive
et de re-raconter, encore une fois, sans le trompetter, comme ça, sans le trompetter, de re-raconter, au fond, l'extraordinaire millefeuille sur lequel on marche. Et je crois que c'est un geste très, très important. Et en même temps, on a le vertige, quoi, parce qu'il est infini. Là, on est dans un commencement. Tout dépend comment on regarde, où on regarde. Dans un des exemples que vous avez, dans un récit que vous avez écrit, l'essai Jean-Christophe Bailly, qui nous emmène à la grotte Chauveau. Chauvet, pardon. Vous intéressez peut-être plus à l'empreinte d'un enfant qui est passé par là il y a des centaines d'années qu'aux reproductions, aux dessins qui sont sur la paroi. Ça aussi, c'est une attitude significative. Oui. Non, mais c'est pas... Je m'intéresse évidemment davantage aux images, mais c'est vrai qu'à la grotte Chauvet, grâce aux moyens techniques d'aujourd'hui, on peut assez facilement non seulement identifier l'empreinte d'un enfant qui est passé par là, on peut savoir qu'il est passé à peu près 2000 ans après que les peintures aient été faites, et c'est comme une petite énigme policière, comme ça, qu'est-ce que venait faire cet enfant dans la grotte Chauvet 2000 ans après que les peintures aient été faites. Et puis aujourd'hui, on peut savoir l'âge à peu près de l'enfant, etc. Mais ce côté enquête à partir des indices, ça, je crois que c'est très, très fréquent. Et il y a cet aspect-là aussi dans le travail de Pauline. Mais peut-être tu pourrais passer, comme on l'avait prévu, le film du volcan, en revenant, ce qui nous permet de revenir au titre et à Pline, l'Ancien. Alors, excusez la petite gestion technique. Donc, on va montrer juste un extrait de l'exposition et de quelque chose qui se retrouve aussi dans le film. Enfin bref. En tout cas, là, c'est la mort de Pline l'Ancien. C'est muet et ça dure 6 minutes. Autre volcan. Je lance. On gêne, si. Non, ça va.
En réalité, ça se finit là. Parce que dans le montage que je suis en train de réaliser pour le film, ça embraye sur une autre partie de l'histoire. Mais voilà. Vous pouvez développer cet extrait qu'on a vu, donc. L'extrait. Oui, donc c'est le récit de la mort de Pline l'Ancien qui, dans l'exposition, était un triptyque 16 mm où 3 récits étaient développés ensemble et où le montage pouvait se faire parmi les différents récits. Donc il y avait ça, et il y avait deux autres histoires autour du volcan du Vésuve et de la manière dont les Napolitains se protègent de ce volcan. Donc une version de la protection scientifique, disons, en tout cas rationnelle, et une version enchantée et religieuse qui est notamment le miracle de San Gennaro. Bon, c'est peut-être encore une autre ouverture d'une autre histoire, mais peut-être on avait parlé avec Jean-Christophe et Cyril que ce serait intéressant de développer sur ce volcan et sur cette représentation visuelle qui est quelque chose qui est développé aussi dans le livre. Puisque cette représentation, cette vue de Naples est quelque chose qui a été beaucoup fait par différentes personnes, et notamment beaucoup de peintres au fil des années, et que Philippe Descola, dans l'entretien qui est retranscrit en entier dans le livre, prend comme exemple pour parler de la manière dont on reproduit la même chose que ce qu'on a déjà vu, consciemment ou inconsciemment. Et dans le cas de Naples, c'est une vision comme ça stéréotypique des images. Cette vue de Naples, c'est un des musts comme ça de la pratique de la peinture de paysage. Mais le problème, et moi que j'ai avec Descola, c'est que quand on va à Naples, c'est comme ça. C'est ça qui est un peu embêtant quand même. Et ce qu'il y a dans la peinture du XVIIIe siècle, très souvent, c'est très dramatisé, c'est mieux à la tombée du soir, avec une bonne coulée de lave bien rouge. Si possible, on peut avoir 3 petites paysannes charmantes en premier plan, etc. Cela dit, il faudrait avoir le temps, parce qu'il y a des milliers de peintures, vous savez pas, il faudrait avoir le temps de regarder le détail et qu'il y a certains tableaux qui sont assez épatants. Mais au-delà de toute polémique, ce qui est évidemment étonnant, c'est que par-delà la vue, la vedute, est quand même, pour moi, elle a un statut plus intéressant que celui d'être juste un truc occidental, etc. Mais ce qui est vrai, c'est que l'effet ou la vérité du volcan, c'est pas visuel. Dans la présence du Vésuve, il y a autre chose, quoi. Et s'il y a éruption, et c'est le cas au moment de la mort de Pline telle qu'elle est racontée par son neveu, hein, parce que le texte, ce n'est pas un texte de littérature d'aujourd'hui, c'est le texte latin de Pline le Jeune. Et lorsqu'il y a éruption, d'abord, il y a effacement de toute image, d'une certaine manière, et qu'on est entouré, ce qui est très rare, d'être entouré par de l'invisible en acte. Donc il y a ça. D'une part, et puis d'autre part, dans Naples aujourd'hui, par exemple, vous en parlez, il en est question dans le livre à un moment, il y a un endroit que moi je trouve extrêmement fascinant, c'est une bombe qui s'appelle les champs phlegréens, et c'est un cratère qui est en ville pratiquement, enfin, je sais pas, 2 kilomètres de là où on était avec la vue précédente, et peut-être vous connaissez, mais on se promène très tranquillement dans ce cratère, c'est tout doux, sauf que si on met la main au sol, c'est extrêmement chaud, puis par endroits, il y a des solfatares, etc. Et c'est considéré par les vulcanologues comme une bombe à retardement, et Naples vit auprès de cela. Donc là, on est dans les temporalités, on est aussi dans le côté épée de Damoclès, quoi, ce qui est suspendu au-dessus de l'avenir de cette ville et qui réinstitue à ce moment-là le rapport à une nature qui devient, justement, comme pour l'Islandais, une pure menace, quoi. Une pure menace, c'est-à-dire que c'est elle qui tient la maison et celui qui n'en est que l'hôte passager, il doit se tenir à carreau, quoi. C'est un petit peu la leçon qu'on peut retirer de ça. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que quand on est là-bas, avant tout, on est fasciné, quoi, par cette existence. Oui,
Malgré tout, deux choses par rapport à ce qu'on vient de voir, là, le film, mais peut-être d'abord cette fameuse veduta stéréotypique comme ça de Naples qui associe Didescola et ce que tu montres dans les différentes versions. Toujours le volcan avec le pain parasol. Les images sont structurées systématiquement par le jeu entre le volcan et le pain parasol. Ce qui est passionnant avec le travail de Pauline, c'est que c'est un travail qui nous invite vraiment, et ça c'est aussi une idée que tu développes dans ton texte sur la recherche, Jean-Christophe, l'idée qu'il y a des travaux que l'art comme recherche, la recherche comme art, nous invite à participer à un atelier exégétique, c'est-à-dire à prendre, finalement, à prolonger le travail et à nous-mêmes commencer à tirer des fils et à penser. Et quand on travaille un tout petit peu à partir des matériaux que Pauline dispose, on se rend compte très vite on découvre très vite que l'éruption type du Vésuve s'appelle éruption plinienne. Et pourquoi elle s'appelle éruption plinienne? Parce que Pline le Jeune, dans un autre fragment de la lettre que tu utilises ici, décrit très précisément l'éruption qui a tué son oncle, et en fait décrit le panache de fumée du volcan comme un pain parasol. Il dit que c'était comme un pain, ça dessinait des branches exactement comme un pain parasol. Et les savants étaient tellement frappés de la justesse de l'image de Pline le Jeune à l'époque qu'ils ont donné son nom à ce type d'éruption. Donc on voit bien qu'il y a toute une espèce entre science et art, il y a toute une espèce d'inconscient qui circule et que ton travail aussi, je trouve met à jour. Donc effectivement, dans la Veduta, il y a autre chose qu'une simple image cliché. Il y a aussi quelque chose qui s'y dépose d'une très longue histoire du paysage. Une longue histoire du paysage et de ce qui s'est passé et de comment ce paysage a été affecté. L'autre chose, peut-être pour revenir rapidement sur le film qu'on a vu aussi, histoire naturelle. Histoire naturelle, il y a une dimension très forte dans ton travail qui est la dimension de narration, d'inventer des histoires. Et ici, effectivement, le récit est fait d'une élaboration très belle, de deux lignes, de deux lettres de Pline le Jeune, un petit peu transformées. Et notamment, tu modifies un tout petit peu la fin en nous invitant à penser finalement Pline, l'ancien retrouvé mort sur la plage de Stavie, exactement comme un des corps fossilisés de Pompéi, sur lesquels aussi tu termines le montage. Donc il y a une manière là aussi, dans ce petit film, je trouve, d'agencer un régime narratif, comme si on nous racontait une histoire dans le noir. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est très présent dans ton travail, vraiment, c'est... Le noir, l'écran noir, la page noire dans le livre est très présente. Et moi, je la vois comme une sorte de figuration du noir du temps, d'une espèce d'idée même de la recherche en art, comme une exploration dans une espèce d'immensité obscure, dans laquelle justement on est amené à voyager d'étoile en étoile, de rebondir de signe en signe, non pas du tout à tracer une ligne droite dans le temps, mais plutôt à se promener dans une espèce d'immense volume temporel dans lequel tout d'un coup on peut faire nos connexions entre, par exemple, ce qu'on vient de voir, donc la mort de Pline l'Ancien et Voyage en Italie, le film de Rossellini, si vous l'avez en tête, avec la fameuse découverte à la fin du film de ces mêmes deux corps fossilisés lors de l'éruption de 68 après Jésus-Christ. Donc voilà, c'est intéressant comment tu arrives à conjuguer à la fois une dimension linéaire, que celle de la narration, du conte presque, avec une dimension qui est plus celle de l'atlas d'images, comme on la voit ici, et comment les deux nous amènent nous-mêmes à travailler, à circuler, à rebondir entre ces histoires et ces images, et du coup à produire une forme des micro-histoires de l'art, ou des micro-histoires de l'art et de la nature, mais d'une manière extrêmement libre et assez joyeuse, je trouve. Et ce qui est intéressant, c'est que cette liberté se retrouve redistribuée dans le livre d'une autre manière, encore une fois, par ce système de rêverie dans les marges du film qui se déroule dans la partie centrale du livre. À la caisse. Pauline Julier à caisse. Puisqu'on parle du livre précisément, et vous avez compris, on ne pourrait pas parler de tout en détail. On saute un peu d'une idée à l'autre, d'un exemple à l'autre, en essayant de l'enrichir par les explications nourries de Jean-Christophe Bailly et de Cyril Néra. Ce livre film,
C'est une autre tentative pour raconter différemment des histoires. Il faut ici peut-être demander à Ludovic Ballan aussi, qui a travaillé avec vous, parce que la question de mettre en page un film a été au cœur du travail. Est-ce que, Pauline Julier, vous pouvez nous en dire quelques éléments d'abord? Pourquoi faire cette exposition? Pourquoi poursuivre? Qu'est-ce que vous avez découvert d'autre? Est-ce qu'il y a eu d'autres indices qui vous ont attiré, entraîné? Je crois que c'est aussi simple qu'une envie. Enfin, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un livre. Et puis, peut-être, Ludovic, si tu as envie de venir avec nous pour raconter un peu. Mais non, on a une chaise, Jean-Christophe. Non, l'envie, c'était de faire un livre depuis longtemps. Et puis, il semblait que cette recherche se prêtait à cette forme-là aussi. Et puis voilà, je suis arrivée avec toute cette matière chez Ludovic, qui m'a donné une série d'outils. Alors, d'outils, est-ce que c'est des outils graphiques? Mais pas seulement, en fait. C'est-à-dire de manière d'organiser le travail pour aboutir à un livre, et surtout de se dire, bon, voilà, on voulait rendre l'idée filmique. Comme dit Ludovic, les livres sur le cinéma, rien de pire. En gros, c'est-à-dire comment faire pour qu'il reste l'idée du mouvement, et en même temps comment faire pour que ça reste dynamique, parce vous verrez, il y a quand même beaucoup de choses à lire aussi, donc c'est comment on parvient à donner du mouvement en fait à un type de montage très plat en fait qui est quand même le livre. Comment on décolle. Est-ce que tu as envie de dire 2-3 mots? Merci. Ça marche? Oui. Merci Pauline. Rapidement, oui, le livre c'est l'antonyme du cinéma. Moi, j'entends toujours ce mot livre-film. Ça me fait hérisser les cheveux. La différence entre le livre, c'est que peu importe son nombre de pages, on ne voit que 2 pages à la fois. Alors que le film, il existe que par l'addition. Donc c'est vraiment un antonyme. Et la difficulté pour le livre qui essaie de parler de cinéma, c'est de ne pas tomber dans l'illustration d'une animation. Et je crois que c'est ce qu'on a réussi avec, grâce à Pauline. C'est d'en faire un livre qui sort complètement de l'histoire filmée. Je trouve que ça. Et pour moi, ce qui m'a le plus fasciné avec ton travail, c'est à quel point tout à coup, dans le format livre, le texte est devenu si important. Et je trouve qu'on l'a vu avant dans l'extrait, le texte est quasi égal à l'image. Et ce qu'on a réussi à faire, c'est de pas seulement reproduire des diapositives, mais de vraiment utiliser le plan du layout du livre pour reséquencer la narration de tes films, de tes projets. Et je trouve que c'est bien ça la différence aussi du livre. Et peut-être, si c'est la plus grande frustration des gens qui font du cinéma, de toujours vouloir parler, de rêver du hors-champ, le livre travaille constamment avec le hors-champ. Le texte dans le livre est par définition toujours cadré, donc il est en soi toujours hors-champ de quelque chose. Et je trouve que dans cet exemple, avec le travail de Pauline, la séquence de lecture produit des associations et produit un rythme au travail des différents films montés ensemble pour parler de cette histoire naturelle, ou une histoire naturelle. Et au final, je trouve que le livre s'approprie, je me réjouis de voir le film, peut-être on va dire comme ça, c'est un intermédiaire. Et ce qui était intéressant pour moi de travailler avec Pauline, c'est qu'on lui a développé pour la fabrication du livre, la fabrication de son histoire, on lui a développé des sortes d'outils éditoriaux qui tenaient à différencier différents formats de texte, donc entre autres discussions, citations, titres, sous-titres de films, déjà 3-4 catégories, et les arranger, les articuler, surtout les agencer de sorte à ce qu'ils restent constamment en écho. Je ne sais pas si ricochet est le bon mot, moi j'ai envie de dire plutôt écho. Bon voilà, je ne vais pas tout dire. Mais... Donc voilà, je pense que c'est peut-être là, s'il y a un succès avec ce livre, je pense que Pauline a pu raconter son histoire à l'aide de ses outils éditoriaux. Et je pense que c'était pour moi le plus important, qu'on fasse plutôt hommage au plan séquence, donc à la double page, qu'à l'animation.
Je ne vais pas éteindre la discussion. Hein. Non, mais c'est de toute manière, on arrive presque au bout de notre rencontre. Le paysage, ne jamais l'enfermer. La nature non plus. C'est une thématique que vous travaillez ensemble. Est-ce qu'on peut quand même comprendre pourquoi, Pauline Julier, vous vous intéressez tant à la nature et au paysage, on a bien compris votre mode de pensée, de création artistique. Est-ce qu'il y a une raison particulière, quelque chose à signaler dans cet objet qui est la nature, qui vous a attiré, qui vous attire depuis toujours, quelle que soit sa mise en lecture? Je ne me suis jamais posé la question. Non, c'est comme si... un territoire d'histoire. Ouais, c'est pas possible de répondre, je ne sais pas. Non, sans doute que c'est lié à... Bon, on vit une situation historique particulière vis-à-vis de la nature, ou de l'environnement, ou en tout cas, je ne sais pas bien quoi, mais en tout cas, ça semble quelque chose se dérègle, ou quelque chose est en train de se régler différemment. Et sans doute, c'est une manière de parler de notre situation historique en passant par la poésie, l'histoire de l'art, en passant par plein d'autres axes comme ça, tout en gardant un enjeu politique profond, puisqu'il y a d'autres aspects du livre qui parlent de ça. Mais je pense que c'est une manière de réagir à mon temps. Oui, c'est un thème éminemment politique, dont on percevait moins il y a quelques années quand vous, Jean-Christophe Bailly, vous y êtes intéressé. Et pourtant, c'était déjà sortir du cadre des sujets habituellement traités aujourd'hui, après tous vos écrits sur le paysage. Qu'est-ce que vous pouvez signaler dans votre esprit est traversé par quelle pensée? Là, je ne vais pas parler de ça. Je vais vous dire ce qui m'a traversé l'esprit en revoyant les choses du Vésuve, là. Justement, c'est peut-être une petite correction par rapport à l'appellation chinoise de paysage. En tout cas, la peinture de paysage en Chine, ça s'appelle montagne et eau. Et il y a la plus belle définition, c'est ça, c'est dans les écrits du peintre Shitao, si vous préférez, le moine citrouille amère, qui était un type assez extraordinaire du XVIIIe siècle. Et c'est extraordinaire, comme il dit. Et c'est très très bien traduit par Pierre Rickmans, alias Simon Leys. Et elle dit comme ça: la mer est le déferlement immense, la montagne est le recel latent. Alors d'accord, c'est traduit bien, etc. Mais ça doit être assez proche, je pense, des concepts chinois en l'occurrence. Et ce qui est intéressant, justement, ce qui me venait à l'esprit, c'est qu'avec l'éruption, avec le volcan, le recel latent se change en déferlement immense possible. Et que nature, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la fixer. Et qu'elle est quelque chose de toujours beaucoup plus surprenant que ce qu'on croit, que ce qu'on envisage. Et la question n'est pas qu'elle tienne ou qu'elle ne tienne pas dans le cadre d'un tableau. Le fait, c'est qu'elle ne tient pas en place parce qu'elle est elle-même toute la place. Et que creuser ça sans fin, c'est extrêmement important. Et comme tu viens de le dire, en effet, on est dans un moment extravagant, puisqu'en même temps, il y a la violence des gestes, l'extraction des énergies fossiles, mais en même temps, c'est une lecture des choses. Que faire, comment faire? Vous savez que, par exemple, une des menaces qui pèsent, on parle toujours de l'eau et on a raison de le faire, mais que, par exemple, le sable risque de disparaître. Le sable n'est pas une énergie, mais c'est un matériau. Et donc, tout le substrat qui nous porte comme ça, c'est normal qu'il y ait une énorme inquiétude et que les artistes s'en fassent les témoins, les interprètes.
Et aussi aujourd'hui, il y a parallèlement à ça, disons, une espèce de remontée ou un retour sur d'autres regards, notamment le regard d'autres populations, d'autres civilisations qui ont considéré les choses autrement et qui, au lieu de considérer la nature comme une ressource, l'ont considérée comme une compagne qu'il convient de ménager. Et il n'y a pas de jolis discours à tenir, mais des actions à mener. Et je crois que celles de l'art sont en première ligne d'une certaine façon. Voilà. Peut-être pour rebondir sur ce que vous dites, et peut-être pour par rapport à la question de Aude sur pourquoi la nature, moi ce qui me frappe beaucoup dans ton travail, notamment dans celui-là, c'est la grande résonance, la grande intimité justement entre une certaine attitude de l'égard de la nature, la considère non pas comme une ressource, mais je ne voudrais pas vous prendre la citation de Novalis que vous voulez la dire, vous la direz mieux que moi. Non, je ne voulais pas la sortir. Vous ne voulez pas sortir? Non, c'était. Non, alors voilà, puisque je me mets sur la piste, en fait, ça m'agace quand Descola, quand Latour et plein d'autres aujourd'hui disent nature, on ne peut pas dire nature, etc. Nature, ce serait la culture, puis l'homme, le sujet qui s'est érigé comme ça. D'accord, il y a cet aspect-là, en effet, dans la pensée, où elle ne limite pas vraiment la pensée occidentale, mais ça ne se résout pas à ça. Et j'ai cette citation de Novalis qui est quand même extraordinaire. Il dit, et j'ai vérifié tous les termes en allemand, donc ça veut vraiment dire ça, j'appelle nature la communauté merveilleuse où nous introduit notre corps. J'ai écrit en 1800 en Europe occidentale, en Allemagne, et je crois qu'il y a une toute autre tradition de regard sur la nature que celle qui la considère comme pure ressource ou comme pur objet qu'on regarde à distance, qu'on contemple, etc. Et justement, alors là, il y aurait des tas de discussions à faire. Est-ce que Caspar David Friedrich a bien lu Novalis? Non, à mon avis, voilà, enfin, etc. Et on peut... Voilà. En tout cas, il me semble que Pauline l'a bien lu, parce que justement, enfin, pour finir sur mon propos, il me semble qu'il y a une résonance très forte, une intimité vraiment très forte, et qui est sans doute profondément à l'origine de ce travail, entre cette idée de la nature, cette tradition, cette façon de penser la nature, non pas comme une ressource ou comme un objet à disposition, ou comme une ressource exploitable, mais comme une communauté qui nous environne, faite de signes, de résonance et d'écho, et la manière dont tu conduis ton travail. Enfin, tu as une façon de conduire l'art, de conduire la recherche en art qui est profondément en symbiose, pour le coup, avec cette idée-là. Et quand on pénétrait dans l'exposition, on avait le sentiment que notre corps nous introduisait aussi à une épaisseur de signes et donc là, je trouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas seulement... Du coup, la nature n'est pas seulement un sujet de tout travail, mais disons que la nécessité de changer notre rapport à la nature, je trouve, tu y réponds par une autre manière de conduire l'art dans laquelle je reconnais quelque chose de l'ambition de Novalis et des romantiques allemands, sans doute. Parfait. Merci à tous, à Jean-Christophe Bailly, à Cyril Nérat, à Pauline Julier, évidemment, à Ludovic Balland. Le livre Naturalis Historia, donc réalisé grâce à l'aide du Centre culturel suisse, est visible, lisible, achetable ici, même ce soir. Et voilà, Pauline est à votre disposition, ainsi que Ludovic Balland. Merci pour votre attention à tous.